Nous sommes en 2008. On a commémoré cette année le 40e anniversaire des événements de mai 68. Dans ce cadre, il me paraît intéressant de réécouter le discours prononcé par Charles de Gaulle, alors président de la République française, discours qu'il a prononcé le 30 mai 1968 à 16h30 pour dissoudre l'Assemblée nationale. Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main, en conséquence, et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. Si donc cette situation de force se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre, conformément à la Constitution, d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. En tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. Cela doit se faire pour aider le gouvernement d'abord, puis localement les préfets, devenus ou redevenus commissaires de la République, dans leur tâche qui consiste à assurer autant que possible l'existence de la population et à empêcher la subversion à tout moment et en tout lieu. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national. Lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rencard, après quoi ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids
qui ne serait pas lourd. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France! Nous venons d'écouter le discours prononcé par Charles de Gaulle. Il s'agit ici d'un discours historique, au sens où il s'agit d'une intervention prononcée dans le feu de l'action, au cœur d'une crise grave et qui vise à modifier le cours des événements. La parole ici est un acte politique de première importance et doit être analysée comme tel. L'une des difficultés de l'explication de ce document est que si le texte est demeuré célèbre, les conditions exactes de son élaboration, le sens précis de certaines formules, l'état d'esprit réel de son auteur demeurent encore sujets à caution. Les interprétations et témoignages pouvant varier. Quelle est la nature du document ? Il s'agit du texte intégral d'une allocution au pays prononcée par le général de Gaulle le 30 mai 1968 et retransmise à la radio. Charles de Gaulle est alors âgé de près de 78 ans. Le chef de la France libre, revenu au pouvoir à la faveur de la crise algérienne en mai 1958, fondateur et premier président de la Ve République, a été reconduit par le suffrage universel à la tête de l'État en 1965. Mais l'élection était moins facile que prévu, parce qu'il y a eu ballottage. Et les législatives de 1967, gagnées d'extrême justesse par la majorité, ont traduit le mécontentement du pays, fragilisant par contre-coup la position du chef de l'État. Mai 68 est une crise qui le surprend et le déconcerte. Depuis plusieurs semaines, le pouvoir doit faire face à une crise grave. À la révolte étudiante qui éclate le 3 mai à la Sorbonne, s'ajoute, au lendemain de la grande journée de solidarité contre la répression organisée le 13 par les syndicats ouvriers, une vague de grève d'une ampleur sans précédent qui paralyse rapidement le pays. Le discours de Gaulle, le 24 mai, prônant la participation, tombe à plat. Et les concessions faites aux syndicats par Georges Pompidou, alors Premier ministre, et le patronat à Grenelle, n'entraînent pas la reprise du travail. À partir du 27 mai, le pouvoir semble n'avoir plus prise sur rien. La gauche dispersée envisage la constitution d'un gouvernement provisoire. Le 29, de Gaulle disparaît et, dans le plus grand secret, se rend en Allemagne auprès des générales Massu. Dans un climat de tension et d'inquiétude extrême, il rentre le lendemain à Paris, préside le Conseil des ministres et s'adresse au pays. Les fidèles du général ayant programmé une manifestation de soutien à la Concorde pour 18 heures, l'allocution, prévue pour 20 heures, est avancée à 16h30. 3 thèmes majeurs structurent ce discours de reconquête. Il s'agit d'abord de donner à la nation le sentiment que le pouvoir est de retour et que le temps du chaos est bien terminé. Ensuite, pour mobiliser ses partisans et faire basculer l'opinion inquiète, de Gaulle dépeint mai 68 comme un complot subversif dont le chef d'orchestre serait le Parti communiste. Enfin, troisième volet du dispositif, il annonce la dissolution de l'Assemblée tout en menaçant ses adversaires du recours à d'autres armes. Des signes extérieurs de l'autorité sont évidents dans ce discours. La forme du message est ici déterminante. Depuis le 18 juin, la carrière politique du général est jalonnée de ces discours forts visant à modifier le cours des événements. Le message du 30 mai doit frapper les esprits et signifier que quelque chose de décisif est en train de changer. Certes, la disparition entre guillemets de Gaulle a fortement contribué à modifier le climat en attisant la crainte du chaos, mais la partie n'est pas gagnée d'avance et un second discours mal adapté sonnerait le glas du processus de reconquête. D'où l'importance de signes clairs
indiquant le retour de l'autorité. Le choix du média présente certains avantages sur ce point, même s'il s'explique aisément par des raisons techniques. Le transistor, présent partout, a joué un rôle fondamental au cours des événements. L'image un peu vieillie du général, telle qu'elle est apparue au petit écran le 24 mai, cède la place à sa seule voix, évoquant juin 1940. Tout dans la forme du message vise à donner une impression d'extrême autorité. Le ton très énergique. Tout d'abord, la brièveté, en 4 minutes 30, tout est dit. L'analyse d'un malaise dans la civilisation, allocution du 24 mai, a cédé la place à la harangue du chef de guerre. La succession de phrases courtes, l'omniprésence du « je », l'annonce immédiate de résolution, la violence du vocabulaire, la dramatisation, l'alternance très rapide des registres de la peur, de la dénonciation, du mépris, du sursaut, de la victoire finale, tout concourt à signifier au pays le même message, le pouvoir est de retour, il reprend les choses en main. Deuxième thème, le fameux « je ne me retirerai pas ». C'est l'information principale qui conditionne toutes les autres. La démission du général réclamée par la rue, l'opposition et même une partie des gaullistes qui croient l'heure de Pompidou devenue envisageable après l'impact désastreux du discours du 24 mai, puis de plus en plus probable avec l'impuissance affichée de l'État et la disparition surprise du président. Cette démission attendue est brutalement démentie d'une phrase lapidaire. Ce devoir de rester, il l'accomplit au nom du maintien de la légitimité nationale et républicaine dont il est le détenteur. Il ne s'agit pas seulement là du mandat du peuple, confié pour 7 ans en décembre 1965, mais également, comme il l'a explicitement souligné à d'autres occasions, du sentiment d'une légitimité historique qui prend sa source en 1940. Les dernières 24 heures sont présentées comme une prise de distance nécessaire où toutes les éventualités, sans exception, je cite, ont été envisagées. Évoque-t-il la tentation momentanée de la démission? Le recours à l'armée en cas de tentative révolutionnaire? Le repli du pouvoir à Strasbourg ou à Metz? Ou a-t-il d'emblée choisi un seul scénario, le retour dramatisé après la mise en scène de sa propre disparition? Deuxième pièce du dispositif, le maintien du chef du gouvernement. Pompidou, tenu hors du secret du voyage à Baden-Baden, avait décidé de démissionner. Mais le général l'amène à y renoncer. La reconquête suppose que le pouvoir présente un visage uni et que l'homme qui a géré la crise ne soit pas désavoué. Sont en revanche mis en cause les ministres les plus exposés, implicitement désignés comme responsables des insuffisances gouvernementales, à l'intérieur, à l'éducation, à l'information, aux affaires sociales. Dès le lendemain, le gouvernement est fortement remanié et le général y impose des gaullistes de gauche. L'affirmation de la continuité n'exclut pas le renouvellement. Tout ce dispositif prend sens dans une logique de combat, où il convient d'abord d'identifier l'adversaire. Le pays, selon le chef de l'État, est livré au désordre et à la paralysie dans tous les domaines. La liberté et l'existence même de la population, référence au ravitaillement, sont menacées. Le désespoir national guette. Il est vrai que la grève se durcit. Ce durcissement, ajouté aux violences des dernières manifestations étudiantes et à la désagrégation de l'État, nourrit des sentiments d'angoisse et d'exaspération.
De Gaulle s'adresse clairement à ce secteur de l'opinion, occultant volontairement les aspirations des millions de grévistes et des étudiants. Le mouvement est réduit à ses effets pernicieux et ne s'explique que par la contrainte qu'exercerait sur la population entière des minorités subversives, car ce désordre est savamment organisé au profit d'un ennemi bien connu. Après l'avoir évoqué sans le nommer, un parti qui est une entreprise totalitaire, je cite donc De Gaulle, le général désigne le véritable ennemi qui menace la France de dictature, le communisme totalitaire. L'anticommunisme, qui fut l'un des ciments du RPF, ressurgit avec force. Il doit permettre de rassembler largement. La puissance du Parti communiste, appuyée sur la Confédération générale du travail, n'est pas un mythe. Et la grande manifestation du 29 mai a constitué une démonstration de force impressionnante. Mais même si la stratégie du Parti communiste n'est pas totalement éclaircie, il semble bien que celui-ci ait voulu surtout, à cette occasion, rappeler son existence et prévenir une solution Mendes France qui se ferait contre lui. Par ailleurs, tout au long de la crise, il s'est défié d'un mouvement qu'il n'avait pas voulu, qu'il ne contrôlait pas et qui prétendait le déborder sur sa gauche. Le fameux rassemblement de Charléty, le 27. Il est également délicat de déterminer si De Gaulle a réellement cru, et dans quelle mesure, un danger communiste. Mais l'habileté tactique d'un discours centré sur cet adversaire privilégié est incontestable. L'imprévisibilité de mai 68 débouche en pays de connaissance. Le communisme est, significativement, le seul adversaire nommément désigné. Le gauchisme est à peine évoqué. Ce sont des rivaux en totalitarisme du Parti communiste. Beaucoup plus méprisante est l'appréciation portée sur Mitterrand et Mendes France, ces personnages qui se sont portés candidats à la succession les jours précédents. Leurs mobiles sont vils, leur passé en fait des politiciens au rencard, prêts à servir de paravent démocratique au Parti communiste, lequel s'en débarrassera après usage. Pour prévenir ce scénario catastrophe, De Gaulle détaille sa contre-offensive. Le pouvoir est dans la rue fut l'un des grands slogans de mai. L'objectif ici est de déplacer le conflit de la rue aux urnes. De Gaulle a tenté de le faire le 24 mai en proposant un référendum sur la participation qui lui paraissait répondre aux aspirations exprimées. Ce qu'il exprime en parlant d'une réforme profonde, tout en ayant valeur de plébiscite. La paralysie du pays ne lui permet pas de réaliser son projet, mais il n'y renonce pas. À la place, sur l'insistance de Pompidou, il annonce la dissolution immédiate de l'Assemblée, ce que lui permet l'article 12 de la Constitution. L'avantage est de remettre au premier plan l'exercice normal de la démocratie. Entraver les nouvelles élections serait attenter à la liberté et au suffrage universel. Il parle de bâillonner le peuple français tout entier. Le Parti communiste ne s'y opposera pas, lui qui, depuis plusieurs années, tente de réintégrer le jeu politique. Les grèves devraient cesser d'elles-mêmes. Quant au résultat, il ne fait guère de doute. Le climat a changé. La crainte de la violence et l'aspiration à l'ordre dominent désormais. De Gaulle tient à rappeler aux Français ce qu'ils auraient à perdre, au cas où ils ne le suivraient pas. Leur liberté, bien entendu, mais aussi tout l'acquis de la Ve République, le progrès des années de croissance, l'indépendance nationale et la paix, extérieure ou civile. Pour stimuler la mobilisation, il se déclare persuadé du sursaut républicain. Je le cite, « Le peuple se ressaisira ». Mais il ne se contente pas d'un appel aux électeurs. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels.
les préfets redeviennent commissaires de la République. On fait référence ainsi à la Libération. Et De Gaulle en appelle au concours immédiat des citoyens, à l'action civique, terminologie familière aux gaullistes. L'héritier du service d'ordre du RPF s'intitule « Service d'action civique » ou SAC. Des comités de défense de la République, CDR, se sont constitués depuis le 11 mai, animés par des fidèles du général et décidés à combattre la chienlit, y compris par la force. Leur consécration officielle sonne clairement comme une menace. Si le débat ne se déplace pas sur le terrain des urnes, les affrontements sanglants ne sont pas exclus. À la menace de la force paralégale s'ajoute celle du recours aux dispositions extrêmes autorisées par la Constitution. L'article 16, qui permet, en cas de crise grave, menace immédiate sur les institutions notamment, au président de prendre les mesures d'exception exigées par ces circonstances. Je le cite de nouveau. L'allusion est suffisamment claire. L'article 16 a déjà joué au moment du putsch d'avril 61. Cette fois, le chef de l'État n'aura pas à mettre sa menace à exécution. L'impact du discours est immédiat. L'intervention du chef de l'État est accueillie avec soulagement et joie par tous les adversaires du mouvement de mai. La manifestation gaulliste des Champs-Élysées se transforme rapidement en marée humaine. Le pari est gagné. À l'exception de l'extrême gauche, l'opposition accepte la nouvelle règle du jeu et prépare, sans y croire, les législatives. Dans les entreprises, le travail reprend progressivement. Les élections des 23 et 30 juin consacrent le triomphe de la majorité. L'habile allocution du général, allant à la rencontre de la peur et de la lassitude d'une partie de la population, a fortement contribué à sceller l'échec politique de mai 68.